Avez-vous déjà vu un bâtiment qui se déplace? Avez-vous déjà vu un bâtiment qui se renverse? Avez-vous déjà vu un bâtiment qui s'affaisse? Alors si vous avez déjà vu, si vous avez déjà vécu une telle scène, une telle situation, aujourd'hui j'ai une information pour vous. Sachez que cette personne a fait l'étude du sol. Parce que avant de déposer un bâtiment sur un sol, il faut étudier ce sol afin de te rassurer que ce sol est à même de porter la construction. Avant de faire un RE+2, un RE+3, un RE+4, un RE+5, bref, un RE+2 en montant, impératif pour vous de faire l'étude du sol. Et pourquoi même pas lorsque vous voulez faire un plein pied? C'est toujours important de faire une étude du sol pour éviter que votre bâtiment aujourd'hui, il est bien positionné et demain, vous observez qu'il est en train de glisser sur le voisin ou bien s'enfoncer dans le sol ou alors se renverser. Si vous ne voulez pas vivre ce type de situation, parce que je ne vous le conseille pas, je ne vous le souhaite pas, ça c'est un désastre énorme, alors faites l'étude du sol. L'étude du sol n'est pas plus chère que les conséquences liées au non-respect de l'étude avant le projet de construction. Alors, si vous êtes intéressé par cette thématique, ne zappez pas, restez jusqu'au bout de cette vidéo et vous aurez toutes les informations. Mon nom est Dom Pemekon Choueman, je suis entrepreneur et ingénieur et aujourd'hui, je vais aborder avec vous ce sujet parce qu'il était temps d'en parler. Merci et à tout à l'heure. L'étude du sol, c'est une étude qui est faite sur le site devant abriter le projet de construction. Cette étude permet de déceler la résistance de ce sol afin de connaître quel type d'ouvrage ce sol pourra supporter. Supposez que vous ne faites pas l'étude du sol et que vous déposez un bâtiment, par exemple RE+2. Qu'est-ce qui vous garantit que ce sol pourra le porter? Vous n'avez pas la garantie que le sol peut porter RE+2 parce que vous ne connaissez pas sa résistance. Donc l'étude du sol, c'est une étude qui va vous permettre de connaître la résistance du sol. Et cette étude est faite par un ingénieur géotechnicien. À la fin de cette étude, il va donc vous donner les propriétés de votre sol et le type de fondation qui est adapté à votre terrain, à votre sol, ou alors la capacité portante de ce sol. Il est important pour vous de savoir que c'est le sol, c'est vous qui devez connaître la nature du sol afin d'adapter votre projet de construction à ce sol et non au sol de s'adapter à votre projet de construction. Ne faites pas l'inverse. L'inverse est fatal et vous aurez les problèmes. C'est quoi une fondation? Une fondation, c'est une partie du bâtiment qui est chargée de recevoir les charges et de les transmettre au sol afin d'assurer la stabilité de celle-ci. Si elle reçoit les charges, si peut-être vous faites une semelle isolée et que ces semelles isolées-là reçoivent les charges et transmettent au sol et qu'il n'y a pas de stabilité, alors il y aura risque, il y aura instabilité vis-à-vis soit du renversement, soit du glissement, soit alors de l'enfoncement. Cette instabilité est due au fait que vous n'avez pas fait l'étude du sol. Parce que lorsque vous faites l'étude du sol, les conclusions du rapport sont très précises sur le choix de la fondation avec toutes les prescriptions qui vont avec. Donc un bon respect vous met à l'abri de tous ces désastres-là. Voilà donc les raisons pour lesquelles vous devez faire l'étude du sol. Il est important de connaître la résistance du sol avant de déposer le bâtiment. C'est un peu comme vous voulez vous faire porter par un enfant qui est moins âgé que vous. Il y a de fortes chances que vous vous renversez avec cet enfant. Par exemple, supposons que moi je pèse 50 kg et que je porte 3 sacs de ciment sur la tête. 3 sacs de ciment sur la tête, en principe, ça doit faire 150 kg. Donc, est-ce que moi qui pèse 50 kg, si je porte 3 sacs de ciment sur la tête, qu'est-ce qui va se passer? Je vais m'enfoncer. Ok? Pourquoi? Parce que moi,
je n'ai pas la capacité de porter 3 sacs de ciment. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, supposez que moi, donc, je suis le sol et que les 3 sacs de ciment là, c'est votre bâtiment. Les 3 sacs de ciment là vont tout simplement s'affaisser. Donc, n'allez pas accuser les frères du village ou bien celui-là qui ne te dit pas bonjour le matin quand tu arrives au bureau. Non, c'est tout simplement que tu as construit sans connaître la résistance de ton sol. Donc, la connaissance de la résistance de ton sol va te permettre de comprendre que parce que tu pèses 50 kg, tu ne dois pas porter une charge qui est supérieure à 50 kg. Parce qu'il faut que, il y a ce qu'on appelle les actions-réactions. Le principe fondamental de la statique voudrait que la somme des forces soit toujours égale au vecteur nu. Si on a les forces et les réactions, alors il faudrait que les forces et les réactions puissent toujours s'équilibrer. Si nous avons un bâtiment, pour que le bâtiment, nous voulons que le bâtiment reste en équilibre, il faudrait faire l'étude du sol. Parce que l'étude du sol va te permettre de construire ce qui est inférieur ou égal à la résistance limite du sol. Donc, si par exemple le sol est à une contrainte de 2 bars, il faudrait que la somme de tes forces ne dépasse pas ces 2 bars. Donc, l'étude du sol est donc capitale à ce niveau. Bon, maintenant que nous sommes d'accord sur le fait qu'on ne peut porter que des charges qui sont inférieures ou égales à notre charge, ce géotechnicien donc, il va donc venir. Et généralement, il y a 2 types d'essais qu'il réalise. Ces deux essais sont optionnels. C'est-à-dire que ça dépend de l'envergure du projet. Parce que vous êtes d'accord que si vous voulez faire par exemple R plus 2, la somme des charges peut par exemple faire 800 kN. R plus 2, ça peut par exemple faire 800 kN. Plus la charge est grande, plus ça va amener à faire plus d'essais, okay, afin d'avoir une certitude sur le choix, quel type de fondation, afin de savoir quel type de fondation est la mieux adaptée en fonction du projet. Donc ce qu'on va dire ici, c'est que on ne fait pas les essais aussi comme ça pour faire. Ça dépend, on va dire que ça dépend de l'envergure du projet. Ça dépend aussi de la nature du sol. Un sol qui est très mauvais, le géotechnicien sera amené à faire plusieurs essais. Et par exemple, il sera amené à faire par exemple l'essai au pressiomètre et au pénétromètre. Et pourtant que si le sol est quand même bon, il peut limiter ses essais. Donc, il faut savoir qu'il y a 2 types d'essais que le géotechnicien peut être amené à faire. Nous avons l'essai au pénétromètre dynamique, nous on appelle ça en abrégé PDL, et l'essai au pressiomètre. Le géotechnicien, lorsque lui il vient, en fonction de l'envergure du projet et de la nature du sol, il peut faire l'étude au pénétromètre dynamique lourd ou l'étude au pressiomètre. L'étude au pénétromètre dynamique lourd, c'est une étude qui est effectuée de la manière suivante. C'est-à-dire, il vient avec son appareil et puis il va essayer, comme on a dit, il va chercher la résistance du sol. La résistance du sol, il va à l'aide d'un mouton et des tiges, il va traverser les différentes couches sol jusqu'à une profondeur de 10 à 15 mètres. Donc, au fur et à mesure qu'il va descendre, il va apprécier la résistance. Donc, ces tiges-là sont numérotées, sont espacées en intervalle de 20 cm. Donc, ici, l'objectif, c'est de voir combien de coups on tape pour traverser une profondeur de 20 cm. C'est-à-dire que du terrain naturel jusqu'à 20 cm au-dessous du terrain naturel, on a fait combien de coups pour traverser. Donc si on fait un coup pour traverser 20 cm et on arrive par exemple à 3 mètres et on fait 5 coups pour passer de 3 mètres à 3 mètres 20, alors on va dire qu'à partir de 3 mètres, le sol est mieux résistant qu'à 20 cm ou bien à 1 mètre où il y avait peut-être 2 coups. Donc il va arriver à un niveau par exemple où pour quitter de 2 mètres à 2 mètres 20, 5 coups ou 6 coups ou 7 coups ou 8 coups ou 9 coups, alors il va dire que là le sol est plus résistant. Donc on va dire de façon simplifiée que si par exemple vous avez votre tige qui est là, ok, et qu'il tape, s'il arrive au refus, il voit que la tige ne passe plus, alors il va dire que là on est arrivé au niveau du substratum imperméable, c'est-à-dire on est arrivé au niveau du bon sol. Et là, si on dépose nos semelles, on sait que les charges seront bien, parce que le rôle des fondations, c'est de recevoir une fondation, c'est un qui peut être en béton armé,
ayant pour rôle de recevoir les charges et de les distribuer au sol, afin d'assurer la stabilité de la construction. Le géotechnicien il cherche donc la profondeur à laquelle le sol est ferme, le sol est rigide pour pouvoir poser les fondations. Donc, avec le pénétromètre dynamique lourd, qu'est-ce qu'il fait? Il va étudier donc les tiges, il va taper les tiges là avec le mouton, il tape. S'il voit que ça commence à refuser, c'est-à-dire que le nombre de coups devient, donc plus il tape, plus ça cale sur place, alors il va dire que ici le sol est bon. Et il va arrêter pour sa propre sécurité, il sait que là-bas, il ne craint rien. Par contre, lorsque vous déposez vos semelles, par exemple, sur de l'argile, ce n'est pas bon. Parce que l'argile, c'est un matériau qui gonfle lorsque sa teneur en eau est élevée. Généralement, en saison des pluies, l'argile gonfle. Okay? Et cette variation de saison sèche et pluvieuse, ça va donc engendrer un tassement différentiel. Et vous allez observer les fissures sur le bâtiment et avec le temps, le bâtiment va se déséquilibrer parce qu'il est posé sur le mauvais sol. Donc, le rôle de cette étude, l'étude au pénétromètre dynamique lourd, ça va nous permettre d'avoir la résistance à la pointe de ce sol. En dehors de l'essai au pénétromètre dynamique lourd, nous avons l'essai au pressiomètre. Pourquoi l'essai au pressiomètre? L'essai au pressiomètre, lui, il a plus d'avantages parce que tout à l'heure, vous avez vu, j'ai utilisé une expression résistance à la pointe. Parce que l'étude au pénétromètre dynamique lourd, lui, il donne la résistance sur un point. Or, un terrain peut avoir combien de points? Vous imaginez. Donc, l'essai au pénétromètre dynamique lourd, il donne la résistance sur un point. Voilà pourquoi généralement on fait plusieurs points. C'est-à-dire que même si ton terrain c'est 200 mètres carrés, on fait minimum 3 points pour essayer d'avoir une moyenne. Mais c'est un essai qui présente beaucoup de limites. Donc, à côté de ça, il y a l'essai au pressiomètre. L'essai au pressiomètre, lui, il consiste à faire quoi? Lui consiste à envoyer une force sur une surface. La force ici, là, c'est la pression. L'essai au pressiomètre. Donc, on envoie la pression. La pression qui n'a rien d'autre qu'une contrainte. Une pression, c'est quoi? C'est une force qui est exercée sur une surface. Donc, la pression ici, là, c'est quoi? C'est l'oxygène. On envoie l'oxygène dans le trou. Et maintenant, à partir de là, on va faire des observations. Et ça va me permettre d'aboutir à une conclusion sur le sol est bon ou pas. Donc, l'essai au pressiomètre ici, avant de le faire, on fait d'abord un avant-trou. Contrairement à l'essai au pénétromètre où on prend seulement la baramine et on descend sur une profondeur de 10 mètres à 15 mètres. Le pressiomètre, il faut d'abord faire un avant-trou. Donc, on prépare d'abord un trou. Donc, le trou de 10 à 15 mètres là, le minimum c'est 10 mètres. On fait un trou minimum de 10 mètres, 10 à 15 mètres en fonction de l'envergure du projet. Un sondage à l'intérieur. Et on libère donc le trou sur une profondeur de 15 mètres par exemple, ou plus. Et c'est là maintenant, on va venir prendre la tête du pressiomètre et on met au point indiqué. Maintenant, on va envoyer dans la pression. C'est cette pression-là qu'on va envoyer, c'est-à-dire que l'air qu'on va mettre dans le sol là, donc la pression, c'est-à-dire que la force sur la surface, c'est-à-dire que la force c'est quoi? C'est l'air. On envoie l'oxygène dans le sol. Et quand on envoie ça dans le sol, ça exerce une force sur une surface. Et ça nous donne donc la valeur de la pression. Okay? Lorsqu'on aura les bonnes pressions, on aura les bonnes contraintes. Lorsqu'on aura les faibles pressions, on aura les faibles contraintes. C'est la même chose comme l'essai au pénétromètre. Donc ici, généralement, comme c'est l'air, forcément, lorsque l'air va entrer dans le sol, c'est pour dire que le sol est mauvais, parce qu'on ne peut pas mettre une semelle sur un sol qui est fébrile, un sol qui n'est pas assez homogène. Nous, on veut mettre notre semelle sur un sol qui est homogène. Et pour mettre notre semelle sur un sol qui est homogène, il faut bien qu'il n'y ait pas de vide. Il n'y ait pas de vide dans le matériau. Donc l'essai au pressiomètre va nous renseigner sur la profondeur où le sol est compact, où le sol est bon. Et on va combiner ça aux essais du pénétromètre. Parce que lorsqu'on fait le pressio, à côté on fait le pénétro. Or lorsqu'on fait le pénétro, on ne fait pas forcément le pressio. Par exemple, à la communauté R+4, il faut faire le pénétromètre et le pressiomètre. Mais pour un R+3, même si vous apportez juste un rapport
de pénétromètre dynamique, on va vous donner le permis de construire ce R+3. Donc c'est un peu ça. Donc la différence entre les deux, c'est que l'essai au pressiomètre, bien que coûteux, c'est un essai qui est plus rassurant parce qu'il te donne le résultat sur un rayon d'investigation assez grand. Et pourtant que l'essai au pénétromètre, lui, te donne la résistance à la pointe, c'est-à-dire que sur le point où tu as sondé. Et l'essai au pressiomètre, on fait l'avant-tour, on réalise l'essai et on a un résultat sur une surface assez grande. C'est la raison pour laquelle tu veux construire par exemple sur un 200 mètres carrés. On va te conseiller de faire un essai au pressiomètre. Un essai, on valide ton rapport à la communauté urbaine. La communauté urbaine, c'est l'instance quand même qui régule les constructions. Donc, s'ils valident, c'est pour dire qu'ils savent que c'est bon. Donc, or, si vous tentez d'apporter un rapport d'un essai au pénétromètre dynamique ou avec un point, on va rejeter le rapport parce que vous avez seulement eu le résultat sur un seul point. Donc, on va vous demander au moins si minimum 3 points. Et jusqu'à là, on ne peut pas te taper la poitrine parce qu'on ne sait pas ce qu'il y en a des autres points. Donc, il faut retenir que l'essai au pressiomètre, c'est un essai qui est plus rassurant. Donc, quelle que soit l'envergure de votre projet, si vous pouvez le faire, faites-le. Son coût, il est certainement plus élevé, mais il vaut son pesant d'or. En guise de conclusion, j'ai un conseil à vous donner. Lorsque vous achetez un terrain, désormais, achetez un terrain qui est réputé pour sa résistance. Parce que lorsque vous achetez un bon sol, alors vous avez acheté un bon terrain. Donc, désormais, n'achetez pas un bon terrain parce qu'il est bien placé. Il peut être bien placé, mais en fin de compte, vous n'avez même pas les moyens nécessaires pour exploiter cette position. Donc, achetez déjà un sol qui est bon. Et lorsque vous achetez un sol qui est bon, vous allez vous rendre compte que d'après la relation contrainte égale la force sur surface, vous aurez donc, à contrainte forte, vous aurez une section faible. Lorsque la contrainte du sol est forte, par exemple 2 bars, 3 bars, 4 bars, 5 bars, plus ça monte, plus vous aurez une fondation moins coûteuse. Et lorsque les sections de semelles sont grandes, c'est aussi comme ça que ça va prendre beaucoup de béton. C'est comme ça que ça va prendre le diamètre d'acier important. Vous aurez par exemple les aciers de 25, les aciers de 16. Donc lorsqu'on a un bâtiment qui est moins coûteux, c'est le rêve de tout le monde. Donc déjà, achetez un terrain qui a un bon sol et vous aurez une bonne résistance. Et lorsque vous avez une bonne résistance, vous aurez une fondation qui va vous coûter moins cher et un bâtiment qui va vous coûter également moins cher. De toute façon, celui qui a un bon sol, celui qui a un mauvais sol, vous allez tous faire les études du sol. Parce qu'un sol peut être bon, mais il est bon à partir de quelle profondeur? Il peut être bon à 2 mètres, et pourtant que ta paille est bon à 4 mètres, l'autre est bon à 6 mètres, l'autre est bon à 10 mètres. Donc, il faut connaître tout cela. Mais ne vous inquiétez pas. De nos jours, il est recommandé, lorsque le sol peut-être est bon à partir, on fait ce qu'on appelle une reconstitution. Donc, on peut faire une reconstitution avec la pouzzolane, c'est-à-dire, si par exemple, on prend un sol entre 0 et 6 mètres, si peut-être après les études, on dit que le sol est bon à partir de 6 mètres, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut faire, l'ingénieur géotechnicien peut préconiser une reconstitution même sur 2 mètres à l'aide d'un matériau plus résistant. Peut-être qu'entre 2 et 6 mètres de profondeur, c'était l'argile. Après l'argile, donc, on voit qu'on a maintenant le bon sol. On est sur le substratum imperméable, le sol est bon. Quand on voit que le sol est bon, et on peut ne pas mettre les semelles à 6 mètres, on peut mettre la pouzzolane, ok? Ou alors le balax. Le balax, c'est ce que vous voyez souvent sur les chemins de fer là, le gravier des chemins de fer là, les 25-50 là, c'est le balax sur le fond de fouille. Et on remonte ça même à 2 mètres ou à 1,50 de profondeur. Et maintenant, on met la semelle. Après avoir compacté et bien vibré, on sait qu'on a reconstruit. C'est ça qu'on appelle la reconstitution. Donc on change, on enlève les mauvais matériaux, on remplace par les matériaux qui sont plus résistants pour éviter que le projet soit trop coûteux. Parce que si on ne peut pas mettre la semelle à 6 mètres, non seulement même l'exécution ne sera même pas évident de descendre à 6 mètres pour faire une fondation. Donc on remonte ça à 1,50 m de profondeur. Après avoir compacté le matériau drainant, on va maintenant mettre la semelle. Et on sait que le sol d'assise est bon. Donc ça, c'est par exemple les recommandations que le géotechnicien généralement il va préciser dans le rapport.
Donc, c'est l'ingénieur structure qui est chargé d'exploiter ce rapport afin de faire un dimensionnement approprié. Donc, le conseil, c'est de faire l'étude du sol d'abord. Si on dit par exemple que dans ton quartier, le sol est bon, généralement dans ton quartier, c'est que c'est pour dire que ta profondeur de ton fond de fouille sera peut-être le bon sol. Le sol sera mieux résistant pour ton bâtiment, peut-être à 2 mètres ou à 1,50. Tandis que pour l'autre, son bon sol sera peut-être à 6 mètres. Donc il sera obligé de faire une reconstitution avec matériaux drainants. Et tout ça, c'est coûteux. Le matériau drainant, ça a un coût. Okay? Et ça met les conséquences parce que ça peut s'affaisser, toutes ces choses-là. Donc, je vous recommande d'acheter un terrain qui est sur un bon sol. C'est-à-dire que ce n'est pas compliqué d'atteindre le bon sol là-bas. En sorte que vous aurez les sections qui seront réduites pour votre projet de construction. Et ça va mettre à l'abri des dépenses supplémentaires. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, afin de nous encourager à produire des contenus similaires.